Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour et bienvenue à cet autre numéro de Un livre ça se lit, votre émission littéraire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter un jeune auteur, Emma Dedi, c'est son nom. Il est l'auteur de Carton rouge, un livre à découvrir absolument pour sa qualité. Alors sans plus tarder, nous allons vous prier de suivre l'interview qui va suivre. Monsieur Emma Dedi, bonjour. Bonjour Monsieur Ouriga. Soyez le bienvenu. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes Emma Dedi, vous êtes journaliste, écrivain ivoirien. Vous êtes titulaire de maîtrise appliquée en criminologie, obtenue à l'université d'Abidjan-Cocody. Vous êtes aussi élève ingénieur en marketing et management. Vous êtes aussi inscrit en master de communication et vous travaillez dans un journal qu'on appelle Le Planteur. Tout à fait. Vous avez beaucoup d'activités. Oui, on peut le dire. Oui. Et comment vous réussissez à mener tout ça de front? Je pense que tout se rejoint dans la mesure où je suis journaliste, comme vous l'avez dit. Donc, si je suis inscrit en master de communication, c'est toujours dans la continuité. Et je vais dire, tout ce que je fais, j'essaie de relayer cela de par ce que j'appelle donc la passion de ce que je fais. Je m'investis de façon passionnelle dans tout ce que j'entreprends, si bien que je ne trouve aucun inconvénient, n'est-ce pas, donc d'être occupé. Parce que moi, j'ai une maxime. Cette maxime voudrait que si tu veux vivre comme un roi, travaille comme un esclave. Donc je travaille comme un esclave pour pouvoir vivre demain comme un roi. Très bien. Voilà un peu ce qui me motive et puis je travaille comme un fou. Voilà un peu. Merci. Votre journal Le Planteur, ça existe toujours? Oui, très bien, ça existe. C'est de quelle obédience? C'est un magazine qui parle que d'agriculture. C'est vrai que je traînais un peu ma brosse dans certains journaux où on parlait de politique, où j'ai écrit en politique, où j'ai écrit aussi dans, le service société. Mais celui-ci, il est vraiment neutre. Il parle donc du monde rural, du monde donc agricole. Très bien. Alors nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de votre livre, Carton rouge, édité chez L'Harmattan, Côte d'Ivoire. Alors pourquoi Carton rouge? Pourquoi ce titre? Merci à vous. Carton rouge, c'est une symbolique. La symbolique, n'est-ce pas donc, du ras-le-bol que l'écrivain que je suis exprime vis-à-vis, n'est-ce pas donc, d'une certaine société. Et cette société-là, elle est décrite donc dans l'œuvre comme étant donc la République des Pateloutes. Cela est déjà donc symbolique aussi, le nom même de la République. Pateloutes parce que dans cette République, il se trouve qu'il y a une certaine lourdeur administrative. Dans cette République, il se trouve que c'est, si vous voulez, la République même de l'extraordinaire. L'extraordinaire dans la mesure où tout ce qui est fait de façon, partiale, de façon donc partiale, et ce qui pour moi est donc à dénoncer, ce qui pour moi donc est donc à critiquer. Voilà ce qui m'a motivé donc à écrire Carton rouge, mais je pense qu'on va rentrer bien entendu, plein pied donc dans l'œuvre pour que je puisse la développer de mieux en mieux. Bien évidemment. Alors, pattes lourdes, un peu comme un gros mammifère qu'on connaît en Afrique. Pourquoi pas? Un éléphant qui aurait des pattes lourdes. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre l'éléphant et votre République des pattes lourdes? Pour qu'on se situe un peu dans l'espace géographique. Je suis d'accord avec vous. Je veux dire que l'œuvre romanesque est d'abord une œuvre de fiction. Très bien. Merci. Okay. Étant donné que c'est une œuvre de fiction, l'écrivain, il écrit son œuvre, libre à vous maintenant de l'interpréter, n'est-ce pas, donc comme vous l'entendez. Oui. Mais autant l'éléphant est un mammifère qui possède donc de grosses pattes, comme vous le dites, de pattes très lourdes, autant aussi le rhinocéros est un mammifère très costaud. Très bien. Voilà, donc la ça pourrait bien être un rhinocéros, voilà, d'accord, qui n'est pas d'ici en tout cas. Tout à fait. Alors pourquoi êtes-vous rentré dans votre œuvre sur la thématique du sport, alors qu'en réalité, c'est de politique qu'il s'agit? Parce que c'est la Formule 1. Vous parlez de Formule 1, oui. Des gens qui compétissent, etc., etc. Merci. Vous me permettez véritablement donc d'expliquer mon œuvre, parce que j'ai eu donc à participer à certaines émissions, mais on ne m'a pas véritablement posé ce genre de questions sur lesquelles je pouvais bien entendu donc revenir. La Formule 1 pour moi c'est quoi? C'est comme un principe de vie. Formule 1 pour dire règle numéro 1. Règle fondamentale donc de vie. Vous comprenez?
Donc, la Formule 1, c'est vrai que c'est un sport, le sport automobile, donc le sport roi dans le sport donc automobile. Mais j'étais en train de dire quelque part que la Formule 1, pour dire que ce que je vais relater dans Carton Rouge tient donc lieu de l'essence même des populations de la République donc des Patriotes. Pour dire que ces personnes dans cette République-là ne jugent que par la Formule 1, qui, si vous voulez, peut-être donc, je vais dire, interprétée comme étant la politique. Formule 1. Formule 1 pour dire la politique. C'est la politique seulement qui régit cette nation-là. Et pour moi, c'est un fait que je dénonce ainsi. Exactement. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup d'autres activités, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait donc mener dans un État pour que véritablement cet État-là puisse se porter mieux. Mais quand on ne focalise que nos énergies sur la politique, je dis qu'il y a problème. Voilà pourquoi j'ai dit Formule 1. Et Dieu merci, il se trouve que la Formule 1, c'est un sport. Et donc, en parlant donc de Formule 1 dans mon œuvre, c'est vrai que je relate, si vous voulez, une compétition sportive, mais qui doit être comprise comme étant une compétition politique. Exactement. C'est ce que nous avons compris, mais il fallait que vous-même vous le disiez. Ce qu'on n'a pas compris par contre, c'est comment le carton rouge peut être introduit dans un sport. On sait que c'est une image comme la Formule 1. D'accord. Parce que apparemment c'est un outil qu'un arbitre utilise dans d'autres sports, mais pas en Formule 1, à moins qu'on se trompe. Non, vous ne vous trompez pas. Mais en Formule 1 aussi, on disqualifie certains coureurs. On disqualifie certains coureurs, peut-être pas forcément avec donc, le carton rouge, mais c'est là aussi des notes même de, je vais dire, l'imaginaire, donc de l'écrivain que je suis. Voilà, étant donné que nous sommes dans une œuvre fictionnelle, je peux me permettre certaines largesses. Je peux me permettre, voilà. Absolument, on ne vous fait pas dire. Alors donc on va avancer. Dans votre ouvrage, il y a très peu de personnages, c'est déjà très bien en littérature. On ne se perd pas avec une panoplie de personnages, etc. Vous en avez cité très peu. Et il y a l'entrée en scène de deux jumelles qui sont nées dans des circonstances sur lesquelles vous pouvez revenir, mais des jumelles qui vont être séparées à leur naissance et qui vont évoluer dans deux mondes différents et puis qui vont se retrouver sur le tard, et il y en a une qui va assassiner l'autre, tout en sachant, tout en ayant découvert que c'est sa sœur jumelle. Alors ça nous semble être un scénario digne des films brésiliens. Oui, pourquoi pas. Ben, l'écrivain que je suis s'inspire, n'est-ce pas, donc, de sa société, de son environnement. Il s'inspire, n'est-ce pas. Pour préciser notre pensée, c'est des choses qu'on ne voit pas trop souvent dans nos régions. C'est pour ça que j'ai dit digne de. Sinon, c'est pas que j'ai dit que vous avez copié. Ah, d'accord. Oui. Ben, bon, je ne vous le fais pas dire, mais je vais dire. Ça peut exister dans nos régions aussi, ça peut exister parce que la jalousie, là je parle plutôt donc de la jalousie. Je mets le doigt, n'est-ce pas, donc sur la jalousie. Et la jalousie, c'est un fait que nous retrouvons dans nos différentes sociétés, que nous soyons en Côte d'Ivoire, que nous soyons au Mali, que nous soyons au Burkina, que nous soyons en Europe, la jalousie existe un peu partout. Donc ici, j'étais en train donc de dénoncer la jalousie qui a poussé donc Priscille Emmanuela, donc de faire assassiner sa sœur, n'est-ce pas, donc Évodie Saint-Tiche, qui pour moi incarnait même la beauté par excellence, qui pour moi incarnait l'être humain. Je veux dire, la grandeur même de l'être humain dans tout ce que j'ai pu décrire la concernant. Ok. Alors, deux jumelles qui se découvrent sur le tas. Il y en a une qui est très belle, l'autre jalouse sa sœur, mais celle qu'elle jalouse, elle s'était déjà entichée d'un Européen via Internet. Tout à fait. Et leur amour va donc se passer comme dans le meilleur des mondes. Ils vont se marier très rapidement et les choses vont se passer ainsi. Alors, une question, beaucoup de vos confrères sont en train de dénoncer le mariage qui se fait si facilement sur Internet parce que ça cache beaucoup de pièges. Mais dans votre cas, les choses se sont plutôt bien passées. Est-ce que ce n'est pas une incitation à pousser les jeunes filles à se jeter dans ce genre de risque, de ce genre d'aventure qui se termine souvent mal?
D'accord, mais ce que vous dites n'est pas faux, mais si vous avez vu dans la rédaction, j'ai dit que apparemment le texte même qui a pu réunir ces deux amoureux plus tard, ce texte lui-même manquait même de sérieux à l'origine. Parce que il poste quelque chose pour dire jeune européen, désire rencontrer une jeune fille, bon, sans vraiment beaucoup de précision. Sans vraiment donc beaucoup trop de précision. Alors, donc, j'ai dit comme ça que le texte en lui-même, il manquait de sérieux. Il manquait de sérieux, mais ça n'a pas empêché la jeune dame, n'est-ce pas, donc, d'essayer. Avant qu'elle n'essaie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se permet même d'adresser une prière au Seigneur Jésus-Christ, parce que moi, je suis croyant. Ah, donc, c'est un aspect qu'il ne faudrait pas aussi négliger. Je n'encourage surtout pas les jeunes filles à aller rencontrer des personnes qu'elles ne connaissent pas sur Internet pour prétendre les marier. Je ne l'encourage pas. Mais je dis que dans des cas, c'est possible que ça puisse marcher. C'est possible que ça puisse marcher. Parce que Internet est une puissance aujourd'hui. Grâce à Internet, nous sommes ici et puis nous causons, nous arrivons donc à causer avec des personnes qui sont à plus de 6000 km de nous. Grâce à Internet, nous avons des informations qui se trouvent dans les coins les plus reculés de la Terre. C'est une façon pour moi de dire que Internet est un outil de communication très puissant aujourd'hui qu'il ne faudrait pas négliger. Mais surtout, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser à bon escient. Voilà un peu ce que je vais dire donc à travers cette parenthèse-là, sinon ce paragraphe-là. Alors, Emma Dedi, nous allons maintenant rentrer dans l'aspect le plus important, puisque votre livre est déjà un livre qui porte sur la dénonciation de la politique ou des agissements des hommes politiques de façon générale. Alors donc, nous allons maintenant y arriver. Alors, vous évoquez le cas d'un militant qui est un personnage clé de votre œuvre, qui serait un peu présenté comme quelqu'un qui est un frustré, un oublié de la politique, un militant de première heure, comme on pourrait dire, mais qui a été oublié. Pouvez-vous y revenir un peu? Oui, c'est le cas dans beaucoup de, je vais dire, pays donc, au sud du Sahara, donc les pays subsahariens. Vous voyez que, comme je l'ai dit, la Formule 1, c'est le principe fondamental donc, de vie de cette population-là, de ce peuple que je décris donc, dans Carton Rouge. Et vu que le monsieur, il a placé assez d'espoir donc, dans la politique, et voir que ce dernier finisse comme étant un oublié de sa société, je trouve ça véritablement frustrant. C'est pourquoi j'en parle pour interpeller, n'est-ce pas, donc nos dirigeants sur cet aspect aussi des faits qui, n'est-ce pas, voudraient que quand vous faites des promesses à des personnes, quand vous exhortez, sinon quand vous avez des militants, farouches militants qui sont prêts à se constituer souvent même en bouclier humain pour vous, quand vous accédez au pouvoir, il y a lieu de les contenter. C'est vrai qu'on ne peut pas tous les contenter, mais à travers donc la politique que vous menez, que vous puissiez satisfaire les populations, parce que votre politique est orientée, n'est-ce pas, donc, sur le bien-être de ces populations-là. Votre politique est axée donc sur l'intérêt public, si bien que même quand ce dernier n'est pas touché individuellement par vous et que vos politiques lui sont favorables, il y trouve pour son compte, n'est-ce pas donc? Et je voudrais, à ce niveau-là, interpeller nos dirigeants pour dire que il est vrai que vous utilisez nos populations comme étant donc du bétail électoral, mais je pense que ça suffit. Ça suffit dans la mesure où nous sommes, aujourd'hui, nous sommes une jeunesse consciente. Nous sommes donc un peuple aujourd'hui qui aspire aussi donc au bien-être. C'est pourquoi nous voudrions donc dire aux hommes politiques que quand vous nous sollicitez, nous sommes là. Et quand nous aussi, nous avons besoin de vous, il est important que vous soyez là aussi pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, donc, à nos différentes donc, sollicitations. Nous avons aussi eu le sentiment que, tel que vous présentez ce personnage, ce grand frustré, cet oublié de la politique, c'est aussi une interpellation aux militants, à certains militants un peu trop zélés, de prendre aussi leur distance vis-à-vis des hommes politiques. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Vous avez vu que à la fin, ce militant dont vous parlez, n'est-ce pas, donc, s'est retrouvé dans son village où j'ai dit, où il a laissé, n'est-ce pas, donc, où il était un oublié carrément, parce que toutes ces luttes, tous ces efforts qu'il avait eu à mener, n'est-ce pas, étaient donc à Bayako. Et ce personnage-là,
tout comme tous les autres militants zélés qui finissent par être frustrés, n'est-ce pas, donc, est l'incarnation même de la mauvaise politique donc, de nos dirigeants, est l'incarnation même de la frustration que certains politiques nous font vivre dans nos différents États. Très bien. Nous allons maintenant lire la description, le portrait que vous dressez d'un leader, pour ne pas dire le président, enfin quelqu'un qui est devenu à un moment donné président de la République des Pâtes Lourdes, mais de façon caricaturée, et vous allez vous y prononcer. Tout président qu'il était, il voulait toujours demeurer le même, faire les mêmes choses que font tous les citoyens de la République. On le savait révolutionnaire, mais cette autre révolution était mal perçue par certaines populations de la République. Il avait désacralisé le poste de président de la République et le palais présidentiel était devenu un fourre-tout. Tout le monde et n'importe qui y avait accès. Les ragots étaient devenus l'essence du maintien des uns et les autres à leur poste. Ses collaborateurs racontaient des faussetés et mentaient pour paraître plus loyalistes aux yeux du chef. Pour une bouchée de pain, ils dénigraient les autres, mais refusaient toujours d'assumer leurs propos devant les concernés qui demeuraient les grandes victimes de ces actes. Un comportement qui causait du tort, générait des licenciés, des frustrés, voire même des pestiférés à cause d'allégations mensongères racontées par des oiseaux de mauvais augure. Ne pensez-vous pas être allé un peu trop loin, un peu fort dans le portrait que vous dressez, un peu sévère? Pas du tout. Ça existe ce genre de président? Tout à fait, ça existe. Et voilà pourquoi je l'ai, n'est-ce pas, donc, attribué donc la sanction suprême qui est le carton rouge. Ça existe. Ça existe. Et ce que je raconte, ce que je relate donc, dans le carton rouge, moi je dis que cela est symptomatique de tous les États au sud donc, du Sahara. Tous les États subsahariens connaissent, ont vécu, n'est-ce pas, donc, ces situations que je décris plus ou moins donc, dans le carton rouge. Et ce genre de président, ça existe un peu partout. Ça existe un peu partout en Afrique parce que, pour être franc avec vous, la République des Pâtes Lourdes existe quelque part dans un pays en Afrique de l'Ouest, donc un pays qui connaît les mêmes réalités que la Côte d'Ivoire, un pays qui connaît les mêmes réalités que le Mali, que le Burkina Faso, que le Sénégal, un pays tout simplement de l'Afrique noire. À la page 72, vous écrivez: pour remédier à cette situation, le politique avait trouvé bon de faire une génération tout entière des policiers, gendarmes et autres militaires. Deguenou, ange fidèle, se souvint que quelqu'un lui avait dit un jour que ce n'est pas parce qu'on est sincère qu'on a raison et qu'on sera compris, surtout en politique. Une génération de gendarmes, policiers et militaires. Qu'est-ce qui peut bien pousser une république à faire toute une génération de policiers, gendarmes et militaires? Vous ne semblez pas en parler. D'accord, mais je me dis que c'est les politiques, c'est la façon d'orienter les politiques. Vous comprenez? Ça arrive dans le sens où on se dit que, bon, j'ai dit n'importe quoi, hein, on se dit que le policier avec le niveau 3e BPC, bon, on peut déjà donc être policier. Donc, on peut fourrer, mettre tout ce qu'on veut, parquer tout ce qu'on veut donc, dans ce corps de métier-là, parce que si chaque année on demande 2000 policiers, et du coup ça devient donc un pain béni, du pain béni donc pour tous ceux qui aspirent donc à avoir un emploi. Mais on le fait surtout parce que peut-être on prépare les esprits aussi à des futures batailles. Ces batailles-là qui vont donc se retrouver, je vais dire, des batailles, donc on prépare ces générations-là donc à la guerre tout simplement. Vous voyez, donc faire entrer les gens à la police, faire entrer les gens donc dans l'armée, faire des jeunes donc des gendarmes, c'est juste les préparer donc à la guerre. Et voilà un peu ce que je dénonce ici. Parce que moi, je n'ai pas voulu devenir policier, je n'ai pas voulu devenir gendarme, parce que je me suis dit que j'ai appris quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là que je dois, n'est-ce pas, donc, donner, partager donc avec mes collègues, avec mes camarades, avec donc mon peuple. Et j'estime que on ne peut pas faire de toute une génération des corps habillés, comme on le dit de façon triviale ici. On ne peut pas faire de toute une génération de corps habillés. Parce que s'il n'y avait pas vous pour me poser ces questions aujourd'hui, peut-être que l'émission que nous sommes en train donc de faire n'allait pas avoir lieu. S'il n'y avait pas ces cadreurs qui sont là pour, n'est-ce pas, donc, nous ramener, nous refléter l'image que nous sommes en train donc de produire en ce moment, il n'y aurait pas eu cette émission. On ne peut donc pas faire d'une génération
des policiers, des gendarmes, des militaires. Moi, je dis non. Ok. Et vous n'avez pas tort. D'accord. Nous allons maintenant parler de votre style. Vous avez une plume assez chatoyante, parfois même acerbe. Le niveau de langue vraiment assez intéressant, oui. Vous êtes journaliste, donc cela ne nous surprend pas. Le texte est bien écrit, le style est bon. En tout cas, c'est un livre qui remplit toutes les conditions de littéralité. Merci. On remarque aussi que vous êtes parfois un peu cru sur certaines choses, surtout quand vous faites les descriptions de scènes de sexe. D'accord. Ne craignez-vous pas qu'on vous décerne à vous aussi un carton rouge par manque de pudeur? Libre à vous de le faire. Libre à vous de le faire. Non, mais c'est-à-dire, pour faire la critique, n'est-ce pas, donc d'une œuvre littéraire, il faut connaître aussi le personnage, l'homme, l'auteur lui-même, n'est-ce pas, donc dire que on me décernerait un carton rouge parce que je décris certaines scènes sexuelles de façon crue, de façon... Bon, on peut le faire, mais je visais un objectif. Cet objectif-là, c'était véritablement de rendre, mais de la façon dont je percevais la scène, de la rendre ainsi. Si j'ai réussi à le faire, je pense que j'ai atteint mon objectif. Maintenant, si on me juge par rapport à cela, on ne se serait pas trompé aussi. Parce que je suis un monsieur qui aime aussi le beau, je suis un monsieur qui aime la femme, je suis un monsieur qui adore, n'est-ce pas, donc, les belles choses. Très bien. Et vous le dites dans le chapitre des mentalités venues d'ailleurs. C'est quoi ces mentalités venues d'ailleurs, d'après vous? Oui, comme je l'ai dit, on est dans la République donc, de Parkloud. C'est une république qui est située, comme je l'ai dit tantôt, donc, en Afrique donc, de l'Ouest. Et ces mentalités venues d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a des scènes que je décris, des scènes vraiment assez obscènes, osées, que je décris donc dans ce chapitre, pardon, que je décris donc dans ce chapitre-là, qui, ma foi, n'étaient pas connus de ces populations-là. Vous voyez, des femmes qui s'adonnent donc à la cigarette, des femmes lesbiennes, des lesbiennes, des femmes qui font donc des partous. Ben, c'est des choses que cette république-là ne connaissait pas, mais qui ont fini par prendre le pas sur les attitudes donc, des populations de la République donc, des Parkloud. Je n'ai fait que décrire quelque chose qui pour moi est peut-être gênant pour une société. Vous comprenez? Ce sont des sujets tabous, on va dire. Merci, des sujets tabous. Moi, par exemple, je conçois mal. Je conçois mal qu'une femme puisse s'adonner à la cigarette. Je conçois mal qu'une femme puisse être alcoolique. Elle peut boire, elle peut lever le coude par moment, on n'en disconvient pas. Mais je dis que c'est déshonorant que parce que la femme est friande d'alcool, elle est alcoolique, on puisse, pour quelques bouteilles de bière, je vais dire, coucher avec elle. C'est une femme, elle est sacrée. Elle est sacrée et en tant que telle, elle doit conserver son corps pour, n'est-ce pas donc, son homme. Et pour appeler les choses par leur nom, vous décrivez en fait des scènes bucogénitales. Bien sûr. De relations sexuelles bucogénitales. Tout à fait, tout à fait. C'est surtout ça qui est le plus choquant dans l'affaire. Je suis d'accord. Oui. Et c'est ça l'objectif. Faire ressortir l'état de cette société-là. Voilà. Afin que d'autres personnes ne viennent pas donc les copier. Voici un peu la dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits en écrivant donc carton rouge. Voilà pourquoi on a aussi intitulé le carton rouge. Voilà, maintenant, si à nous aussi décerne ce carton rouge-là, je dirais que c'est vraiment dans la suite logique donc des choses que cela s'est fait. Parce que nous appartenons nous aussi à la même société. Merci. Vous écrivez vraiment à la fin de votre livre, il se demandait, sans doute le personnage narrateur ou le personnage principal, il se demandait bien dans quel continent il était, où le succès était jalonné d'embûches à tout bout de champ. Son constat était qu'ils couraient tous pour leur ego dans un monde sans foi ni loi. En fin de compte, ils étaient tous de mauvais joueurs qu'il fallait sanctionner. Carton rouge à la classe politique, carton rouge à la société civile, carton rouge aux forces de l'ordre, carton rouge à la société. Vous y compris. Bien sûr.
Bien sûr. Votre dernier mot. Je voudrais remercier donc toute l'équipe d'Ivoire TV, toute l'équipe, avec donc à sa tête Isaac Tao, un grand frère que je connais depuis de longue date, quand j'ai fait la dédicace de mon œuvre le 7 octobre dernier, il m'avait sollicité, il avait voulu être présent à la dédicace. Malheureusement, son emploi du temps peut-être ne concordait pas au mien, donc on n'a pas pu être là. Et il a voulu que je participe donc à cette émission. J'avoue que je suis fort heureux d'avoir pris part donc à cette émission-là. Et j'avoue aussi que vous avez vraiment été à la hauteur. Merci. Vous m'avez posé des questions très intéressantes qui m'ont permis, n'est-ce pas, donc, de sortir de moi, qui m'ont permis véritablement donc d'expliquer en long et en large ce que c'est que carton rouge et qui, ma foi, n'est-ce pas, donc, ces questions, je veux dire, les réponses donc à vos questions vont apporter, un tant soit peu, des éclaircies aux zones d'ombre que certains lecteurs avaient eu, n'est-ce pas, donc, quand ils ont eu à lire mon œuvre. Je ne peux que vous remercier, je ne peux que vous souhaiter bon vent dans la continuité donc de cette œuvre, bon vent donc à Ivoire Net, et je crois que si on arrive donc, n'est-ce pas, donc, à la libéralisation de l'audiovisuel, je parie que vous serez, n'est-ce pas, donc, en tête donc des meilleures télévisions ivoiriennes, et c'est là tout le mal que je peux vous souhaiter. Merci beaucoup. En tout cas, amis téléspectateurs, toutes ces belles paroles méritaient vraiment d'être dites, mais surtout à l'endroit des promoteurs de cette jeune télé qui, avec un peu de moyens, fait grandes choses, surtout cette émission littéraire qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Nous ne sommes que de simples esclaves bonariens qui essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à recevoir, pour votre plaisir, nous l'espérons, Emma Dedi. Emma Dedi, qui est l'auteur de Carton Rouge, un roman édité récemment chez l'Harmattan Côte d'Ivoire. Emma Dedi, pour rappel, est un journaliste écrivain. Il est aussi dans beaucoup d'activités de communication, etc. Promoteur d'un journal pour la promotion de l'agriculture dans notre pays. C'est un livre qui mérite d'être lu pour ses attributs littéraires indéniables, mais un livre aussi plein d'intrigues et qui a besoin que vous le découvriez. En tout cas, nous vous disons au revoir et en attendant de nous retrouver bientôt, nous vous disons de prendre soin de vous. Merci.